Merci d'accueillir à mes côtés Fiston Moudakoura, merci d'applaudir, Marie-Michel Razanfil Tassalama et Ama Datson. Bienvenue à tous trois. On va retirer une chaise. Je vous en prie, venez. Alors Odile va accompagner Ama Datson. Bienvenue Odile pour la traduction. Bonjour Fiston, je vous présente à notre salle. Donc Fiston est fondateur et directeur général de Apastor, plateforme pour la distribution de livres audio, de livres électroniques et d'animation en provenance d'Afrique. Vous êtes également conférencier, formateur pour l'alphabétisation et la culture de la lecture au Rwanda. Bienvenue. Marie-Michel, vous êtes auteure, plus d'une dizaine d'ouvrages à votre actif, directrice des éditions Jeunes Malgaches. Une cause qui vous tient particulièrement à cœur, c'est le livre en langue nationale. Vous êtes hyper active dans le tissu associatif, c'est impressionnant. Votre bio, c'est vraiment, on sent une vie qui est dédiée au partage et à cette cause qui vous tient tant à cœur, je disais. Le livre en particulier, le livre en langue malgache, le livre en général et le livre en langue malgache en particulier. Ama Datson, you're founder and the CEO of EcoBook Audio Ltd, Ghana's first publisher and digital streaming platform for Black African audiobooks. Before that, you worked for over a decade at the University of Ghana, but you're passionate about the opportunity offered by digital reading to combat illiteracy in Africa, make you devote your full-time work to EcoBooks. Thank you for being here. Alors, Fiston, magnifique présentation, toute prête. Vous pourrez passer 2 heures à écouter votre expérience, c'est vraiment ficelé. Il y a eu des défis à relever et il y en a à venir. Je vais vous céder la parole. On va commencer par découvrir donc la magnifique histoire de Apastor. Merci. Merci. Donc, avant Apastor, j'étais éditeur depuis 2013. Au Ghana? Non, c'est au Rwanda. Au Rwanda, Kigali. Mais Apastor est né en 2020 pendant le Covid, le lockdown. Ce qui s'est passé, juste un peu avant, on avait adapté quelques-uns de nos livres dans le format audio. Donc on voulait le faire distribuer et quand on a essayé avec l'Audible, c'est le seul que je savais. Malheureusement, Audible prenait seulement les livres des États-Unis, Canada, Irlande, Angleterre et je crois Allemagne seulement. Et du coup, on était donc dans le lockdown et je me suis dit, là, on n'a presque rien à faire. Est-ce qu'on peut essayer donc de créer notre propre infrastructure qui est compatible ou bien qui accepte donc tous les contenus de toutes les langues, de toutes les régions. Et aussi, ce qui m'attirait trop, moi j'ai fait les lettres modernes et l'édition à l'université, donc les langues à partir de la linguistique, donc la science des langues et les langues me fascinent trop. Et je me suis dit, en tant que quelqu'un qui a eu donc formation dans les langues, je peux aussi contribuer dans la conservation des langues, surtout africaines qui sont en voie de disparition. Et c'est pourquoi même sur la plateforme, ce qu'on a fait, même le nom ainsi que l'abréviation de Apastor, ça parle ici le contenu dans les langues africaines. Mais un peu en avant, déjà après, j'ai vu, pendant le lockdown, on avait un peu de trafic, mais ça a diminué. J'ai vu que les commentaires, soit des parents,
ou bien des autres utilisateurs, ils voulaient donc que les contenus soient en français ou bien en anglais. Donc, on essaie ces jours-ci d'aborder, donc d'attirer aussi le contenu en français. Alors que je comprenne bien, c'est une plateforme où vous proposez du contenu audio, des livres audio, de provenance africaine, mais pas seulement. Ouais. Donc, au premier, on distribuait seulement les livres audio. D'accord. Mais aussi, donc, donc en 2020, c'était audio, mais en 2021, on a ajouté tous les livres digitaux. Et du coup, parce que j'avais commencé aussi d'investir dans la production de dessins animés, je me suis dit, on a une plateforme, donc on a des programmeurs, pourquoi pas ajouter le format vidéo. Donc, aujourd'hui, c'est une plateforme avec 3 formats donc de médias, audio, digital pour lecture et aussi vidéo visuel. Merci. Merci beaucoup, Fiston. On va passer du côté de Marie-Michel, comme je disais, une expérience immense, beaucoup de rencontres, beaucoup de partages. Aujourd'hui, on a découvert tout à l'heure l'expérience vraiment réelle d'une libraire à Madagascar. Je voudrais aussi le partage de cette partie associative, éducative. Qu'est-ce qui en ressort au bout de toutes ces années? En fait, le contexte économique et social de Madagascar fait que on ne peut pas travailler comme un éditeur européen ou même africain à côté, même mauricien. C'est un pays qui a 80% de la population qui n'a pas de pouvoir d'achat, donc forcément, tout ce qu'on va faire va être marginal. Donc j'ai monté la maison d'édition en 2004 et avant de monter la maison d'édition, j'ai fait une étude où en fait j'ai constaté qu'il y avait tellement d'envois de dons de livres à Madagascar et c'est ce qui a gêné le développement de l'édition, surtout jeunesse. Et c'est là que je me suis dit, il faut d'abord essayer d'enrayer, si je peux dire, enrayer pas complètement, mais essayer en tout cas de sensibiliser ces associations donatrices, parce que quand on regarde, au final, les livres ne sont pas lus, puisqu'ils ne correspondent pas du tout aux besoins des lecteurs. Et donc c'était ça d'abord la première démarche, beaucoup de sensibilisation, de conférences, puisque j'ai pu faire vraiment une étude chiffrée. Donc avec des chiffres, on peut arriver à sensibiliser les gens. Si on parle comme ça, voilà un problème. Et là, c'était vraiment avec des chiffres et c'était beaucoup plus facile, je dirais, mais pas si facile que ça. Et donc, pendant une dizaine d'années, c'était ça, conférences, sensibilisation. Et petit à petit, les associations vont s'apercevoir en fait que, effectivement, ces livres ne sont pas lus, que ce qu'ils voulaient faire comme action n'était pas vraiment impactant et que les enfants ont vraiment besoin de lire dans leur langue. Et c'est ce qui manquait. Il y avait une 50aine de titres en tout et pour tout quand j'ai démarré. Et donc ça m'a aussi conforté sur le fait qu'il fallait vraiment produire d'abord pour les enfants, si on veut vraiment que les enfants apprennent à lire. Et ça a tellement... je voyais tellement beaucoup de demandes, puisque donc, les associations commençaient à acheter nos livres et on a commencé aussi à trouver d'autres solutions pour des enfants de rue qui ne sont pas pris en charge, qui n'aient pas accès à la lecture. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à créer une association qui s'appelle l'Association pour la promotion du livre et l'écrit à Madagascar, qui va vraiment apprendre à lire aux enfants, puisque donc 80% des enfants sont en milieu rural, donc forcément très éloignés du livre. Et grâce à des partenariats associatifs aussi, les associations que j'ai sensibilisées, j'ai commencé à toucher beaucoup d'enfants
Et avec les bibliothèques des rues aussi, c'est incroyable. Je ne pensais pas qu'on pouvait, même avec beaucoup de difficultés, on pouvait quand même toucher beaucoup d'enfants qui ont vraiment soif de lecture. Là c'est vraiment, on voit vraiment que c'est le gros problème, c'est de mettre les livres dans les mains des enfants. C'est pas que les enfants n'aient pas envie de lire, mais c'est vraiment cette difficulté-là qu'il faut surmonter. Anna, as you heard, Marie-Michel talked about the importance of the language of the audiobooks. It's one of the 3 topics that you wanted to talk about. Donc, you're going to speak a little bit and then Odile will translate for the audience. So, let's go slow. Merci, je suis très heureuse d'être ici. Voilà le Parmi français. vous, je suis anglophone, mais je viens de Ghana, qui est un pays qui est encompassé, entouré de pays francophones. So it's really interesting for me what's happening in this area of audio. So just a quick background on myself. I started my audiobook company actually, or the idea for my audiobook company came back almost a decade ago when my mother, who's a writer, went blind. And so audiobooks became her life. And so I initially was thinking of a service or as a way to get her African audiobooks and blind people African audiobooks. But then, fast forward with the development of audio as a commercial thing, not just for blind people, I started looking into how I could become an audiobook publisher. So I started in 2018 to become a commercial audiobook publisher. And very interesting, I was listening to the first panel. I started by producing books and putting them on a platform, an American platform called Libro FM, which is a special service for independent American bookstores to help booksellers to sell audiobooks. So they have everything a bookseller would need. They have a platform, they provide assets, multimedia, and they give you a place on their platform, and they will look at your catalog for booksellers and give you the audio versions of those books. So it's a very big service to help independent bookstores. So I started by putting my books on their platform. But very quickly I realized that my audience, which was Africans, couldn't access that platform. It didn't support mobile money, it supported credit card. It had a subscription model, which was not affordable for most Africans. So it was either the subscription model or it was the pay per download. So I quickly realized that, if I make those books and put them there, nobody can get them. I have to do a platform. So I was able to get some business funding from a business grant and built a platform to put my audiobooks on. So I actually have 2 business models going on at the same time in my company. I'm a publisher and a platform provider, which is a bit of a challenge because they're 2 different things, and developing a catalog and then having a platform which is responsive and interesting and helps people discover, it's 2 different sets of skills. So I realized, I'm realizing that, She's dying, okay. I think. Let's go slow. So I understand that you're very fast. Odile, courage, on y va. Donc effectivement, j'ai beaucoup d'intérêt pour tout ce qui se passe dans ce milieu du livre audio. J'ai commencé avec une petite anecdote parce que l'idée de créer cette entreprise de livre audio elle m'est venue il y a une dizaine d'années lorsque ma mère, qui est écrivaine, est devenue aveugle. Et à ce moment-là, les livres audio sont devenus véritablement le centre de sa vie. Et donc dans un premier temps, mon idée c'était plutôt de réfléchir à un service qui proposerait des livres audio pour les personnes aveugles en Afrique. Mais avec ensuite des livres africains en livre audio pour les personnes aveugles. Sorry, thank you. Et donc avec ensuite le développement
de cet univers, de ce marché du livre audio, j'ai commencé à vouloir développer cela davantage. Ça a démarré en 2018, où à ce moment-là, j'ai commencé à proposer des livres sur une première plateforme, qui est une plateforme américaine, qui s'appelle Libro.fm, et qui est une plateforme au service de librairies indépendantes américaines, qui permet de soutenir les libraires dans la proposition et la distribution de catalogues de livres audio. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'on avait un problème par rapport au public africain, parce qu'il y avait du coup deux modèles de paiement possibles, soit un achat au livre, mais qui à ce moment-là utilisait des modes de paiement qui ne sont pas forcément utilisés dans les pays africains, ou alors des systèmes d'abonnement qui, eux, étaient trop chers pour notre public à nous. Donc à partir de là, j'ai réalisé que ce qu'il me fallait, c'était de développer notre propre plateforme, et j'ai donc obtenu des financements, conçu notre propre plateforme, et donc là maintenant je travaille avec deux casquettes, puisque à la fois je suis éditrice et je gère cette plateforme, ce qui représente un défi, parce qu'on est effectivement sur deux types de compétences très différentes, le développement du catalogue d'un côté et le développement d'une plateforme performante de l'autre. On applaudit Odile. You haven't finished. Okay, yes. So, I have my platform, and I'm producing audiobooks over the last 2 years. So this was 2018 to about 2020, then COVID came in. With COVID, we had the lockdown and schools were closed for a couple of years. So then my idea for my platform was a pan-African platform for African audiobooks in English and French primarily, because those are the languages that books are published on the continent, but also in our local languages. And I wanted books, you know, in many parts of Africa, in Ghana, books are bought just for school, okay? So with our low, you know, disposable incomes and no bookshops around, I mean, I was hearing 3,000 bookshops in France, and in Accra, my capital, you know, where I come from, I don't think there are more than 10 bookshops. 3,500, he said. 3,000. Like, okay. Yeah, I mean, that's amazing. You have so many bookstores and access to books. One of the big challenges in Africa with literacy is that we just don't have books. So when there are no books, you can't develop a reading habit, and you can't get books. So, but we have mobile phones. And so for me, the mobile phones are an opportunity to put a catalog, a library on your phone. Everybody carries a mobile phone. Thank you. So, and then the issue of discoverability. It's very difficult to know who are the Madagascan writers, who's writing science fiction in Cameroon, who's writing romance in Nigeria, you know. So a platform that will help Africans to discover across the continent what books are being available. So I started my platform, then COVID came, and because of the school lockdown, I focused a bit on doing children's audio, because what happened was the early years for early reading, the 5 children from 5 to about 8, their reading was completely derailed. They started to learn to read, they couldn't go to school for 2 years, so I started doing children's books just so they could hear and learn. But my platform is for books across the continent. Okay. All ages and all genres. Donc, comme je disais, on a cette plateforme, ça avait commencé pendant 2 années, 2018 à 2020, et puis ensuite il y a eu la pandémie de Covid, et donc les fermetures d'écoles, donc les confinements. Et donc l'idée initiale, c'était bien d'avoir une plateforme qui soit une plateforme panafricaine, qui propose de la littérature africaine, alors principalement en langue anglaise et française, mais on a aussi bien entendu de la littérature en langue locale. Et effectivement, il faut savoir que dans l'Afrique en général, notamment au Ghana, la plupart des livres qui sont achetés le sont pour les écoles.
C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a des revenus très faibles, il y a aussi peu de librairies qui existent. J'entendais tout à l'heure parler de 3000 ou 3500 librairies en France. À Accra, la capitale du Ghana, on doit avoir une dizaine de librairies. Et c'est l'un des grands défis en matière d'alphabétisation en Afrique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de livre disponible, il n'y a pas d'habitude de la lecture qui se met en place. Par contre, tout le monde a un téléphone portable, et donc c'est la possibilité effectivement d'avoir tout un catalogue, toute une librairie sur soi, sur son téléphone. Il y a aussi la question de savoir tout simplement ce qui existe comme offre, c'est-à-dire qui est-ce qui va écrire des romans à Madagascar, de la science-fiction au Cameroun ou au Nigeria. Et donc l'idée c'est aussi d'avoir une visibilité sur ce qui existe comme littérature africaine. Après, effectivement, pendant la période de confinement, je me suis principalement concentrée sur le public enfantin, parce que justement c'est une génération qui a été très touchée, ceux qui ont entre 5 et 8 ans, qui ont démarré l'apprentissage de la lecture à l'école pour après avoir 2 années de confinement, 2 années de fermeture d'école et donc une interruption complète. Une question que je vous pose à tous les trois. La force finalement du livre francophone, c'est que les coûts de production, finalement, quand un livre est émis dans une langue, la langue française, on peut le partager à travers le monde entier. Preuve en est, nous voilà parlant français tous ensemble. Quand on veut sauver la spécificité de nos pays, de vouloir créer des contenus dans nos langues, déjà on l'a bien vu, le modèle économique est très difficile à monter parce que ça coûte cher. Comment, outre trouver des sources finalement du mécénat ou des modèles économiques totalement différents, comment réussir ce pari? Vous parlez de 50 livres en langue malgache, Salma, je ne pense pas qu'on ait, nous, en Tunisie, 50 titres dispo, on n'y est pas encore, en audio, non? Je me trompe? Ça démarre à peine. Ça démarre à peine. En fait, donc nous, on a commencé à faire les premiers livres audio en 2016. C'était juste pour faire les animations pendant la foire du livre. Donc moi, je ne pensais pas du tout que... En malgache. En malgache. Que c'était important pour faire rentrer les enfants dans la lecture. Et puis finalement, pendant la pandémie de Covid-19, une coalition de radios m'avait demandé si on pouvait diffuser ces livres audio sur une trentaine de petites radios implantées dans les villages. Et c'est là qu'on a vraiment pris conscience en fait qu'il y avait une demande. Et c'est comme ça qu'on a continué à faire nos livres audio. Alors, pour que ce soit accessible et vraiment à un minimum de coût, nous avons demandé à nos auteurs de faire les versions originales, c'est-à-dire que les auteurs malgaches écrivent en malgache généralement, donc on leur a demandé de faire les versions malgaches des livres audio. Et après, j'ai demandé par exemple à mes enfants qui sont en France de faire les versions françaises, puisque nous donc majoritairement on a des livres en bilingue, puisque Madagascar est dans un contexte bilingue français-malgache. Et donc voilà, pour vraiment avoir un coût accessible et surtout vraiment un coût minimum, parce qu'on a cette difficulté de piratage à Madagascar et qu'on ne pouvait pas vendre des CD. Donc il fallait vraiment trouver un autre système pour que ce ne soit pas piraté, que ce soit accessible. Et donc on a commencé à faire comme ça une trentaine de titres et on les a vendus en ligne à partir de 2021 sur notre site, avec des paiements par téléphone mobile. Mais là aussi, ce n'est pas encore évident. Hein. Les gens n'ont pas l'habitude encore. Donc c'est vraiment tout un système à mettre en place qu'on est en train de faire en ce moment. Mais on a commencé à utiliser ces livres-là aussi dans des projets. Donc c'est vraiment essayer de toucher le public par d'autres moyens, pas forcément en vente directe. Malheureusement, à dire vrai, je n'arrive pas à impliquer les libraires dans la commercialisation de ces livres pour l'instant. Vu que je ne peux pas vendre des livres CD, donc malheureusement, là je suis vraiment en attente d'idées sur ces rencontres-là. Mais vraiment, c'est très difficile. Très clair.
nous, on a choisi donc le mode que les tiers éditeurs puissent aussi créer leur page sur la plateforme et ils utilisent la plateforme donc comme on utilisait soit Audible ou ça nous facilite donc d'avoir plus de contenu sans qu'on finance directement donc la production. Très bien. We should ask about African language books. That was it. It was about African language books. Question. I said it's already difficult to produce in French, and as you can see, the whole world can be in French. But how to fight for our languages, our books, and our languages, and make this system work? When do we see that how hard it is to find money? So for us in Ghana, I initially focused on authors that have already, are doing well in print and ebook because they're already well known. We are fortunate to have some authors who are publishing in English and local languages. And so we have a small catalogue of children's books in Ghanaian languages, which are very, very well received. I'm definitely thinking about how to make that catalogue bigger, and perhaps by starting with producing a catalogue of foreign classics, in our schools, because we teach in English. We learn we do all the Shakespeare and the classic English literature. When we're learning French, we will do the classic French literature. And in Ghana, learning French is very important because, as I said, we're surrounded by Francophone countries, and our president is really keen that Ghanaians learn French. So we learn, all the French classics, or we get to hear about them, L'Étranger, Albert Camus. We learn the Molière, Guy de Maupassant, the short story writers, and so on. So I'm thinking about perhaps it could be interesting to have some of those translated into Ghanaian languages. When my mother was in school many years ago, the policy was very different before pre-colonial Ghana. Children had to be taught in their local languages until they were about 7, and then they were taught in English. So my mother told me how she read Shakespeare in Ghana, first, Pilgrim's Progress, and they did it many years ago, but now that has completely changed. But I'm thinking it could be interesting to bring some of those classics, Gulliver's Travels, all these Treasure Island, all these lovely children's stories that appeal all around the world, translate them to Ghanaian languages and make them audio. Okay. And so I'm looking to try to raise some funds for a project to do that. Okay. Donc, pour nous au Ghana, dans un premier temps, on s'est effectivement concentré sur les auteurs et autrices qui avaient déjà un public relativement établi, qui vendaient déjà des livres en format papier, en format e-book. Et on a la chance d'avoir un certain nombre d'auteurs reconnus qui publient à la fois en anglais et en langue locale. Donc on a déjà quelques livres pour enfants en langue ghanéenne qui sont généralement plutôt bien reçus. Et là, je pense effectivement agrandir ce catalogue, éventuellement par exemple avec des classiques internationaux qui pourraient être traduits vers les langues ghanéennes. Parce qu'effectivement, dans la scolarité, au Ghana, la scolarité se fait en anglais, le français est important aussi, à la fois parce que, comme je le disais, on est entouré de pays francophones, c'est aussi une priorité pour notre président actuel. Et donc, on apprend les classiques en anglais, en français, Shakespeare comme Camus ou Molière. Et donc, je pensais que ça pourrait être intéressant de les traduire vers les langues ghanéennes. Quand ma mère était à l'école à l'époque, la dynamique était différente.
on étudiait en ghanéen jusqu'à l'âge de 7 ans, et c'est après qu'on basculait vers l'anglais. Donc elle avait déjà lu des classiques de type Shakespeare, encore en langue ghanéenne. Et ça pourrait être intéressant de faire ça avec des classiques pour enfants qui touchent un public très large, je ne sais pas, les voyages de Gulliver, les livres de trésors par exemple. Et on cherche des financements pour ce projet justement. Yes. And what for me also, recently in the last year or two, my partnership with one of the leading African telco companies has been very important because there's this school market for books and then the consumer market, very different. A lot of parents will buy books that are on the curriculum or curriculum aligned, and then there's the young people who are consumers who are mostly consumers of social media, Netflix, streaming video, music. So my partnership with a telco I thought was very important to grow the market and to access customers. I've recently partnered with a company called MTN Africa, and they have a company called Ayoba, which is a super app for creative content. So Ayoba is a channel it's part of MTN, and it encourages African creatives. So you can go and find African video, audio, all sorts of interesting things. So we put a channel on Ayoba, which is free data. No, you don't have to pay data costs, and it's free. And we suddenly jumped from 1,000 customers to 165,000 listeners. Okay, so cost of data are still a problem. You know, people find it expensive to stream audio, and the access to MTN is very interesting and simple. So we're looking now, it's free. So we don't put full audiobooks, we put samples, you know, a chapter here, samples, so people can listen. And we're thinking about what's the best way to monetize that community. So our strategy now is to grow the community, get them excited. And we are making a new platform, which is subscription-based, which will be going from about $3 a month, credit-based, for one book, to $9 a month for 3 books, and then we can commercialize them, because those amounts, Africans can pay those amounts. So yeah, the telco partnership is really good to help for the business model. As often in our countries, it's the only way. Sorry. Donc j'ai aussi commencé il y a pendant 2 ans un partenariat avec une des principales entreprises de télécommunications en Afrique. C'est vrai qu'on a 2 marchés. On a à la fois le marché des livres à des fins scolaires, et puis on a un marché de consommateurs plus large, parce qu'effectivement les parents vont acheter des livres qui sont au programme ou en lien avec le programme scolaire de leur enfant. Et ensuite, ce qui nous intéresse aussi, ce sont les jeunes consommateurs qui vont être davantage sur les réseaux, sur des plateformes de type Netflix, du streaming vidéo ou de musique. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de cibler aussi ce type de clientèle. Et j'ai récemment commencé un partenariat avec MTN Africa, qui a une application qui s'appelle Ayoba, qui propose différentes chaînes de contenu, donc des contenus créatifs, l'idée de soutenir la création africaine, donc à la fois vidéo et audio. Et donc là, nous, on a mis sur cette application une chaîne qui permet d'écouter un certain nombre de contenus audio, donc ce sont plutôt des échantillons, des chapitres, et à ce moment-là l'accès est gratuit, les données sont gratuites, parce qu'effectivement le coût des données pour le streaming c'est quand même encore l'un des grands éléments limitants, et donc là on met ce contenu à disposition gratuitement. On est passé d'environ 1000 clients à 165 000 auditeurs, donc ça nous a quand même permis de toucher un public beaucoup plus large. Et là, l'idée, c'est qu'on essaie de faire grandir cette communauté, puis on voit comment on peut monétiser, c'est-à-dire proposer à ce moment-là aussi une plateforme avec un accès payant qui irait entre $3 du mois pour un livre à $9 du mois pour 3 livres.
Et donc là, on est effectivement sur des montants qui sont accessibles à un public africain. Merci beaucoup. On a donc un peu, à travers les histoires de mes invités, découvert des expériences, que ce soit à Madagascar, au Rwanda ou au Ghana. Avez-vous dans la salle une question spécifique pour l'un d'entre eux, ou une réflexion, ou une proposition, puisqu'on a bien entendu, hein, Marie-Michel, moi-même, on est en recherche de solutions, finalement, d'idées. Bonjour et merci à tous les quatre, c'est ça, non, c'est 5, pardon, pour la extrêmement intéressante table ronde, vraiment c'était passionnant. Moi, j'ai un peu avant mon arrivée ici, je suis allée voir à part, j'ai trouvé ça absolument fantastique. Je trouve l'idée, le concept fabuleux. Puis nous, on vient du Québec, puis j'imagine que c'est quelque chose qui pourrait tout à fait être dupliqué pour des langues autochtones, par exemple, ou d'autres types de langues et dialectes. Je me posais la question du ratio entre des éditeurs professionnels indépendants ou pas, dans les contributeurs, et des individus ou des personnes qui ont une envie de transmission peut-être plus familiale dans un cercle privé, qui, je pense, pourraient être aussi des gens intéressés par la préservation de langues ou dialectes. Je me demandais si vous avez déjà une vision un petit peu de qu'est-ce qui était de l'ordre vraiment de la vente et du développement commercial d'éditeurs, et c'était peut-être de l'ordre plus de la préservation ou de la mission non-profit, en fait. Je pense que c'est adressé à moi. Donc, c'est notre plateforme, on a facilité déjà ce qui fait ça comme business, donc les éditeurs ou les auto-éditeurs, auto-éditeurs. Donc, ils peuvent utiliser notre plateforme pour distribution, mais aussi on a des ONG sur notre plateforme, donc qui ne vendent pas les contenus financés par des tiers organisations. Ce genre de contenus sont gratos. Voilà. On en a donc. C'est donc, comment on dit curate en français? Commissaire. Oui. Commissaire. Commissaire. Donc, quand vous créez une page et vous ajoutez votre contenu, le titre que vous avez, c'est comme commissaire ou curateur, créateur. Et donc vous êtes les ayants droit. Et quand si le prix, si vous mettez 0, c'est automatique et le contenu sera gratos pour n'importe qui. Ouais. C'est quoi la proportion du 50-50? Non, c'est 70, 70, 30. 70, 30. Les éditeurs prennent 70, on prend 30. Ah oui. Voilà. Et bravo. Merci. Autre question? Oui. Oui, bonjour, Charlotte Schranz du studio Sepia. J'avais une question plutôt sur, du coup, revenir sur la francophonie, mais sur les manières de parler qui sont différentes entre les différents pays francophones, parce qu'on a commencé cette table ronde et celle de précédemment en parlant d'un français comme s'il n'y en avait qu'un seul, alors qu'il y en a une multitude, avec des accents différents, des mots différents, des expressions différentes. Et ma question, c'était sur le livre audio, à quel point c'est important pour vous d'avoir des livres audio potentiellement aussi en français, mais dans un français qui correspond au français qui est parlé dans vos pays, dans vos régions, avec vos expressions, et à quel point c'est peut-être plus difficile à produire vis-à-vis d'un marché francophone français, avec des studios plus installés, des comédiens français qui n'ont pas d'accent, enfin, pas d'accent, un accent français de France, quoi. Je vais répondre avec l'accent tunisien. Non, je ne vais pas m'en répondre. Effectivement, nous, on a découvert qu'il y avait aussi un
besoin en livre audio pour l'apprentissage du français, puisque, en fait, comme je disais tout à l'heure, nous, on est dans un contexte bilingue français-malgache pour l'enseignement, mais Madagascar n'arrive pas du tout à... Enfin, les Malgaches n'arrivent pas à parler français. On n'a que 5% de francophones, 13,5% francophones, oui, et 13,5% de francophones partiels, c'est-à-dire qui parlent à peu près, qui comprennent à peu près le français. Et donc, c'est vraiment une problématique. Et donc, on a découvert qu'il y a en fait un besoin. L'UNICEF est venu nous voir en nous disant, oui, vos livres papier en bilingue sont très très bien, mais vous savez que les enseignants ont besoin de livres audio pour apprendre comment prononcer les mots, comment prononcer les expressions, comprendre et tout ça. Et c'est pour ça qu'on s'est mis aussi à faire la version française de nos livres. Et comme on a déjà fait très attention sur la version française dans les livres papier, forcément, on va aussi faire très attention à la diction et tout ça pour les livres audio. Et là, comme c'est très récent, on n'a pas encore vraiment de retour sur l'utilisation, mais en tout cas, pour l'action de la plaine, on voit qu'il y a... Les enfants avancent vraiment très vite pour le français parce que, apparemment, ça correspond vraiment aux besoins. Même si dans notre plateforme, donc, on essaie de viser toute l'Afrique, mais précisément au Rwanda, politiquement, la décennie passée, on n'a pas eu de bonnes relations avec la France. Donc, notre gouvernement, les trucs du passé, le gouvernement Mitterrand en 1994, génocide contre tout ça. Et du coup, politiquement, on avait banni le français. C'était encore là. Mais nous, on a grandi dans le monde francophone. Au Rwanda, on a grandi était francophone. Mais parce que depuis 2008, on a changé en anglophone à cause des relations politiques qui n'étaient pas bonnes. Mais récemment, avec Macron, depuis Sarkozy, on a donc nos politiciens ont commencé à établir des relations. Et du coup, on peut dire le français d'accord de revenir sur le marché. Et ça aussi, donc, ça nous donne il y a une demande du contenu français qui a monté dans les 2 dernières années. C'est très rare ça. Donc même les éditeurs dans les 10 ans passés, on s'embêtait de publier en français. Et du coup, les éditeurs recommencent aussi à publier en français ou bien à essayer d'importer les titres en français. Et c'est là que je peux amasser du contenu en français. Et aussi, si on parlait en mode comment chaque culture parle français. Je pense qu'on est quelque part dans le milieu en tant que... notre français, c'est pas comme le français nigérien, quoi. Si je peux dire. Si je peux me permettre, je vais parler d'une... Could I just say something on that? Even though I'm not francophone, but yeah, of course, I'm also going to say something about this. Je vais parler d'audiovisuel, pas d'audio, mais je vais partager avec vous une expérience qui m'est très précieuse. Il y a une génération en Tunisie très précise. On est sur une dizaine d'années. On s'appelle la génération Rai. Pourquoi? Parce qu'on parle italien. Parce qu'à ce moment précis, il n'y avait pas encore France 2, il n'y avait pas de chaîne française. Donc la seule façon ludique de regarder des dessins animés ou un contenu intéressant, c'était de regarder cette Rai qu'on captait en mettant une parabole sur le toit.
Donc je pense que ce qu'on propose peut vraiment imposer une langue. Il y a ceux qui ont eu la RAI et ceux qui n'ont pas eu. Hein. C'est très rigolo, c'est vraiment, on est quarantenaires, on n'est pas nombreux, mais ceux qui sont nés un an avant ou un an après l'arrivée de France 2, ils ne parlent pas un mot d'italien parce que le français est arrivé et il a tout raflé. Voilà, c'était juste pour rebondir sur, oui, il n'y a pas qu'un seul français, mais c'est tellement une belle manière d'offrir une langue et de changer de vie. Preuve en est, je suis là. Le français est ma langue de cœur finalement. So I was going to say, for a producer of audiobooks, authenticity is very important, and we have some French books on our platform which were beautifully narrated by an Ivorian. And I've always been fascinated by the different accents. Ivorian French is different from Senegalese French, is different from Parisian French, and I think all these accents should be celebrated. So when you're doing a book, you look for a narrator who's from the country. You can give an authentic experience. If you can't, I don't know if you listen to BBC. BBC has a kind of generic African accent. It can be, is it from Nigeria, is it from Ghana? You can't be sure. Some readers, but some you can tell. And they're all beautiful, and I think it's really important to get that range of accents and voices. In Ghana, for example, British English is sort of considered more proper than American English, but we speak both. There are Ghanaians who speak with an American accent, there are Ghanaians who speak with an English accent, and I think it's just interesting and fascinating, to have all these different accents. And when you're doing audiobooks, I think it should be authentic and have them all. So for me, I've been looking for narrators from Ghana and throughout the continent and even in the diaspora. And I find it very interesting. I want to produce more French books, and I'll be very happy to work with French producers in France or Europe who use African readers. And Tunisian voice. And Tunisian voice. Yes, exactly. Voice, just Très bien. Donc pour moi, effectivement, pour le livre audio, il y a une question avant tout d'authenticité. Là, par exemple, on a proposé une série de livres audio en français qui sont lus de façon absolument magnifique par un acteur ivoirien. Et moi, je trouve ça fascinant, cette diversité linguistique qu'on a entre le français de Côte d'Ivoire, du Sénégal ou de Paris. Et cette diversité dans les accents, il faut la célébrer. Donc effectivement, pour le livre, en général, on va chercher un lecteur, un narrateur qui parle la même langue que celle dans laquelle a été écrit le livre, la même variante. Et sinon, on trouve généralement des accents qui sont un peu plus généraux. Je ne sais pas si vous écoutez la BBC, par exemple. Là, en anglais, on va souvent avoir un anglais qui est un anglais africain, un peu globalisé. On ne saurait pas trop dire à l'oreille si c'est du Nigeria, du Ghana. Et dans d'autres cas, c'est très très clair. Et on identifie tout de suite le pays duquel vient la personne. Et c'est intéressant à célébrer. Au Ghana, on oscille beaucoup entre l'anglais du Royaume-Uni et celui des États-Unis. On maîtrise les deux, même si on considère que le britannique est peut-être plus élégant. Et donc oui, je pense que cette diversité est essentielle dans les livres audio. Donc on recherche pour les livres anglophones effectivement surtout des lecteurs ghanéens du continent et aussi de la diaspora. Et effectivement pour les livres audio francophones, on serait intéressé à l'idée de collaborer avec des entreprises qui travaillent effectivement avec des lecteurs francophones africains. Merci beaucoup. On doit respecter notre timing, mais on va pouvoir continuer à échanger tous ensemble. Je vous propose un petit quart d'heure de pause. Mais avant ça, merci d'applaudir à nouveau mes invités. Amanda Xon du Ghana,